Bonsoir, bienvenue dans Studio Lacan pour une nouvelle émission avec ses 3 rubriques habituelles. Tout d'abord, un divan dans le monde où nous évoquerons avec notre invité Alain Ehrenberg l'approche contemporaine du trouble mental. Puis, pour la rubrique L'écho de la culture, nous recevrons Aurélie Charpentier-Libert qui nous parlera, dans le prolongement de la première rubrique, du dernier documentaire de Nicolas Philibert intitulé « Sur l'Adamant ». Et enfin, pour la rubrique Actualité de la psychanalyse, nous accueillerons Dominique Corpelet qui nous présentera la dernière livraison de la revue Ornicard intitulée Dire. Mais sans plus attendre, passons à notre première rubrique que nous avons intitulée Actualité du trouble mental. Bonsoir Alain Ehrenberg. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS et vous avez écrit de nombreux ouvrages portant sur un champ qui intéresse grandement la psychanalyse, celui qu'on n'appelle plus aujourd'hui psychiatrie mais santé mentale, en analysant les nouvelles normes qu'il produit et leur impact dans le lien social. Vous avez en particulier récemment publié, tous les deux aux éditions Odile Jacob, La mécanique des passions, sous-titré Cerveau, comportement, société, et La société du malaise, dont le titre d'un des chapitres d'Oedipe à Narcisse vient rejoindre certaines des interrogations à la source de cette émission. Bon, d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter avec nous de l'actualité du trouble mental. On constate depuis quelques décennies maintenant un double mouvement de ce que nous pourrions appeler dépathologisation de la maladie mentale. Du côté des patients, des usagers, Damien l'abordera tout à l'heure plus particulièrement, mais également depuis la psychiatrie elle-même, donc devenue le champ de la santé mentale, et notamment dans son approche et son usage de la nosographie, tant du côté des catégories de la psychiatrie classique telles que la schizophrénie ou l'autisme, que de nouvelles entités nosographiques promues depuis le DSM, comme les troubles de l'attention, les troubles du développement, etc. On est de moins en moins nommé malade, mais troublé finalement, sujet ou objet de son trouble. C'est à voir. Que pourriez-vous nous dire de ce mouvement au sein de la psychiatrie contemporaine et de la logique qui le sous-tend ? Alors on peut partir du mot dépathologisation que vous avez employé, mais en même temps, d'autres parlent, et je pense que c'est peut-être une même vision, de pathologisation d'un certain nombre de comportements plus ou moins déviants, mais qui ne rentraient pas dans une nosographie psychiatrique et qui peut-être ne faisaient pas l'objet d'interventions spécifiques. Donc il me semble là, il y a une vision complémentaire, et je dirais par rapport à pathologisation, dépathologisation, on a plutôt affaire à une reconfiguration du trouble mental qui s'est amorcée en France à partir peut-être des années 80, mais surtout 90. Aux États-Unis, l'histoire est différente et ça s'amorce avant. Reconfiguration en quoi ? C'est justement le déplacement, pour reprendre le titre d'un rapport d'Éric Piel et de Jean-Luc Roland, de la psychiatrie à la santé mentale, donc qui a été remis en 2001. Alors, comment différencier rapidement et distinguer ? Je dirais que la psychiatrie, c'était un enjeu médical pour la société. On est dans le soin, même s'il y a soin et derrière le médico-social et social. La santé mentale, c'est un enjeu total.
Pourquoi ? D'abord parce que ça indique une extension du souci pour les troubles psychiques, la souffrance psychique tout particulièrement, dans toutes les institutions, particulièrement le travail, avec la souffrance au travail, le burn-out, le stress, thèmes qui ont commencé à apparaître à la fin des années 90. Christophe Dejour, je pense, est l'auteur du harcèlement moral, dont j'ai oublié le nom encore. On lance en quelque sorte le sujet, mais aussi pour les enfants et les adolescents, avec l'école, les troubles du comportement, les troubles de l'attention, etc., etc. Donc ça devient une question transversale à toute la société. On pourrait prendre d'autres exemples encore, par exemple l'ascension du psychotraumatisme, etc., etc. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Il faut partir, disons, de constat. Le deuxième aspect de la santé mentale, c'est plus du côté du pathologique ou du dysfonctionnel, mais c'est du côté de ce qu'on appelle la santé mentale positive. La charte d'Ottawa, c'est 1986, de l'Organisation mondiale de la santé, promeut une santé, j'ai oublié le terme, enfin une santé globale qui vise le bien-être et la santé mentale, dans la perspective de l'OMS, c'est un moyen de pouvoir s'accomplir dans la vie et accomplir ses différentes obligations. D'où la pathologisation, parce que du coup, tout mal-être... Pas forcément. Il y a tout mal-être, entre le mal-être et la consultation, voilà, mais en tout cas, il y a un aspect total, au sens où ça va du spectre qui va dans le négatif de la souffrance psychique au positif qui est le bien-être. Et ce qui est clair, c'est que la question de la socialité des individus est tout à fait en jeu dans cette perspective. Il y a peut-être aussi une autre, juste, allez-y. J'arrête, par rapport à l'ancienne configuration, lorsque l'on parlait plutôt de maladie mentale, où c'était un terme d'ailleurs qui pouvait plutôt faire peur, où on avait plutôt des sujets ou des patients qui Surtout que maladie mentale équivalait à folie. Voilà, donc difficile un peu de l'accepter, voire de s'y reconnaître, alors qu'avec le terme de trouble mental ou avec les nouvelles entités là que vous évoquiez à l'instant, on a l'impression que c'est plutôt mis en avant par le sujet, voire même revendiqué, ne serait-ce que parfois pour justement faire valoir un certain nombre de droits. Qu'est-ce que vous en pensez ? Aussi. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait justement qu'il y ait une sensibilité commune à la souffrance psychique permet de s'exprimer de toutes sortes de manières et dans toutes sortes de situations où on peut avoir les situations aussi totalement dingues. Enfin, je veux dire, un usage de la souffrance psychique, une idéologie victimaire, etc. Je veux pas parler de tout ça. Je voudrais, disons, ce que je pense qui, pour moi, font donner le sens et la place de la santé mentale dans nos sociétés. La façon dont je la conçois sociologiquement, en tant qu'entité sociologique, elle me vient d'un article de Marcel Mauss, publié en 1921, qui s'intitule « L'expression obligatoire des sentiments », des émotions, des affects, pourrait-on rajouter. Expression obligatoire, c'est-à-dire obligatoire, c'est pas au sens où vous êtes obligé, mais c'est au sens attendu collectivement. Donc il y a une attente collective qui s'est formée autour de ces questions. Alors pourquoi aussi on pourra y revenir en relation avec l'individualisme, mais bon, commençons par caractériser la santé mentale. Donc une expression attendue de sentiments, d'émotions et d'affects je dirais, qui montre une attitude commune dans la société à l'égard de la contingence des relations sociales. Font la santé mentale, mais même de façon plus restreinte la psychiatrie, la santé mentale c'est un moyen de lutter contre la souffrance psychique, etc. On est dans le pathologique, mais c'est en même temps un moyen de nous aider à mieux assurer nos rôles sociaux dans la société individualiste de masse contemporaine, dont les idéaux sociaux gravitent, on pourra y revenir peut-être un peu plus tard, autour de l'autonomie individuelle. Et je pense qu'il y a une connexion entre les deux.
Pourquoi? Parce qu'au fond, attente collective, expression attendue, donc, de quoi? Eh bien, la santé mentale, c'est un langage pour les désordres de la personne, pour exprimer les désordres de la personne et les traiter. Parce que les questions de santé mentale sont d'abord des désordres de la personne en tant que personne, c'est-à-dire ça atteint la socialité ou la socialisation de la personne affectée. Et ces questions-là sont aujourd'hui au premier plan dans nos sociétés, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Et la santé mentale est donc un certain type un langage de la personne permettant à la fois d'exprimer ses problèmes et de les traiter, alors, de toutes sortes de manières, plus ou moins bien, etc., etc. Voilà. D'accord, mais alors du côté de l'usager, sans en effet trop partir sur le versant de la victimisation, qui n'est pas forcément le plus intéressant, mais ce dont parlait Damien autour de la revendication de certains diagnostics, c'est comme si c'était pour certains usagers quand même la revendication de sa particularité la plus ultime, comme si son existence était un espèce de contrepoids, comme si son existence, oui, qui est souvent confondue avec le diagnostic, dans le discours, était un contrepoint légitime à la norme. Et au fond, donc ces usagers de la santé mentale, ils se positionnent aujourd'hui moins comme des malades, donc, mais en effet comme sujet de droit, qui était une expression qu'avait trouvée Jacques Miller il y a longtemps déjà. Et au fond, c'est une révolte qui a sa dignité, contre la stigmatisation, justement, dont ils peuvent être l'objet dans le lien social et aussi dans les soins. Et je pensais un peu vous interroger sur la notion d'acteur de soins. Si vous pouviez en dire un mot. Alors, oui. Aujourd'hui, la norme, évidemment, c'est d'être l'acteur de sa propre vie, qu'il s'agisse d'être l'acteur de sa carrière professionnelle ou de sa pathologie. Mais là, ça nous force à essayer de comprendre le type de société dans lequel on vit, le type d'individualisme. Et je reviendrai sur l'acteur en essayant de préciser en quoi consistent nos idéaux récents d'autonomie individuelle. Être acteur. Bon, ça, évidemment, c'est quelque chose de relativement nouveau, et ça s'accompagne en même temps de l'idée qu'on voit souvent chez les psys, notamment à partir de ce déplacement d'Oedipe à Narcisse dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le repérage de nouvelles pathologies, ou enfin entre guillemets nouvelles, on ne va pas rentrer dans les détails, pathologies narcissiques état limite, qui ont été interprétées sociologiquement justement comme un individualisme négatif au sens où ça relevait d'une dynamique de privatisation de l'existence, d'affaiblissement des liens sociaux, etc., etc. Bon, l'idée est lancée aux États-Unis par Christopher Lasch, mais elle est assez populaire en France, et particulièrement, il y a une version, je dirais lacanienne, qui s'exprime dans les termes de la crise de l'ordre symbolique, voilà, etc. Je vais pas détailler là-dessus. À mon avis, ça repose sur une confusion qu'il faut dénouer. C'est la confusion entre individualisme et individu. Et ça, Durkheim l'avait noté dans un article de 1898, parce que ce thème du déclin du lien social est un thème récurrent en fait dans nos sociétés. Dans un article de 1898, il écrit « On prononce le mot individualisme comme s'il s'agissait de quelque chose d'individuel ». Alors je lui ai dit non, l'individualisme n'est pas l'individuel, l'individualisme, écrit-il, est d'esprit social, c'est d'esprit institutionnel, c'est une institution. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors une institution qui repose, dit-il, sur la sympathie à l'égard d'autrui. Or, pour avoir une sympathie à l'égard d'autrui, il faut être, et c'est le cas déjà dans les sociétés européennes, pas au même niveau qu'aujourd'hui, mais il faut être dans une société
égalitaire, enfin au sens où l'égalité est devenue la condition commune, c'est-à-dire dans une société hiérarchique, celui qui est dans le noble par rapport au serf, c'est pas un être humain, alors que là, n'importe quel être humain a une valeur. Et donc, l'individualisme, c'est ce type de société qui est fondée sur l'égalité des individus, et donc sur leur liberté, et voilà, l'individualisme, c'est quelque chose de commun. Il me semble que cette thèse repose sur cette confusion. Alors, la question qui se pose, c'est quoi le commun aujourd'hui? Et je pense que c'est ça un peu la question. On va reprendre par la suite, parce que là, il faut passer à notre rubrique suivante. Mais en effet, c'est très juste ce que vous dites sur la question de l'égalité qui vient finalement... quand on va d'Oedipe à Narcisse, on va de l'aliénation au sens large et au sens lacanien, au sens d'être aliéné par des tas de choses qui font qu'on a telle place dans la société, à, en effet, l'égalité qui n'implique pas du tout la même position sociale. C'est-à-dire, oui, et surtout, il y a une accélération de la dynamique égalitaire qui fait qu'aujourd'hui, chaque voix compte, d'une certaine manière. Très bien. Évidemment, la revendication aussi que ma voix compte. Bon, nous allons reprendre la discussion dans un moment. Je pense que ça va très bien s'articuler avec ce que vous venez de dire. Après notre rubrique Écho dans la culture. Bonjour Aurélie, tu vas donc nous parler de L'Adamant, le documentaire de Nicolas Philibert. Exactement, alors c'est ce film que vous connaissez déjà sûrement, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin, qui tire son nom de la Péniche Hôpital de Jour, un centre de soins sur lequel Nicolas Philibert a posé sa caméra, qui est un centre de soins assez exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui est exceptionnel sur L'Adamant, justement? Eh bien, rien. On pourrait dire un peu vite. Rien d'exceptionnel là-dedans. Bien sûr, mettre un hôpital psychiatrique sur une péniche est en soi exceptionnel. Le lieu est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est très très beau. Et sûrement que la beauté du lieu joue un certain rôle dans la vie de l'hôpital de jour, des patients et des soignants. Pour le reste, Philibert nous montre un lieu de soins à l'ancienne. On est loin de la novlangue de la santé mentale ou de l'esprit du soin, tel que vous l'avez bien décrit, Alain Ehrenberg. On est loin de tout ce qui a envahi la psychiatrie depuis le film de Philibert il y a 20 ans, La moindre des choses, sur la clinique de Laborde. Alors, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est un soin à l'ancienne ? C'est un soin qui est plus dans l'air du temps. Un soin, on pourrait dire, comme on le voyait dans La moindre des choses, qui est avant la santé mentale. C'est ce qui a lieu encore dans beaucoup d'hôpitaux psychiatriques aujourd'hui, heureusement, mais qui tend à être remplacé par ces idées dont vous avez un peu parlé, de l'amélioration de soi, de l'autonomisation, tous les ateliers de remédiation, etc., pour rendre Enfin, en bref, cette idée du soin qui rend l'usager acteur de son changement. Ce langage de l'entreprise et un peu de l'entreprise et de la performance est absent de la psychiatrie telle que la montre une psychiatrie humaniste telle que la montre Philibert. Il note en exergue de son film qu'il a filmé un lieu qui ne cède pas sur la poésie et le langage, et il interroge jusque quand. C'est une belle idée, mais alors c'est quoi un lieu qui ne cède pas sur la poésie et le langage ? D'abord, pour ce qui est de la poésie dans le film, que moi j'ai trouvé très poétique, elle est dans l'œil du réalisateur, dans l'œil de Philibert, qui visiblement filme, et c'est la deuxième fois, la psychiatrie d'une façon assez inédite. Alors, dès la scène d'ouverture, vous avez vu le film, je ne sais pas ce que vous a fait cette première scène, elle est magistrale, on voit François qui chante La bombe humaine. Moi, c'est une chanson de nos rébellions adolescentes. Je ne l'ai jamais entendue résonner comme ça. C'est Téléphone. C'est ça. Le groupe. C'est Téléphone. Téléphone, oui. Et le titre, c'est La bombe humaine. Est-ce que ça vous a
Non, ça fait un peu... Ça émeut beaucoup. Oui, hein, c'est saisissant. Une scène, oui, ça commence... C'est ça commence. Tomber dans le bain fortement. Exactement, c'est magistral. Non, mais tu l'as vu. Bon, moi j'ai pleuré, c'est très, très émouvant. Et il a une façon de filmer les corps. Enfin, il y a quelque chose qui se passe avec ce premier plan sur ce qu'il veut montrer. J'avance un peu. Alors, ne serait-ce que pour cette scène, voilà, vous l'aurez compris, il faut voir le film. Au fil de son film, au fil de l'eau, Philibert va montrer l'expression artistique qui est centrale dans ce lieu, dans l'Adamant. On voit des moments de poésie offerts par le talent de plusieurs passagers, pianistes, rockers, peintres, etc. Mais il me semble que la beauté ressort tout autant des simples dialogues qui sont saisis par la caméra. Par exemple, ce même François qui interprète Téléphone explique à la caméra que parler c'est très bien, mais que sans les médicaments, il pourrait pas s'adresser à nous. Et il dit, sans mes médicaments, je suis un fou, moi, je me prends pour Jésus. Il dira même un peu après qu'il se jetterait dans la Seine sur laquelle il est s'il n'avait pas ce traitement. Il y a un autre homme très discret qu'on entend à peine et qui à un moment dit à la caméra qui parle du regard des gens dans le métro. Et il dit parce que c'est vrai quand même qu'on a des gueules cassées. Et c'est vrai aussi que Philibert filme ces corps marqués par la folie d'une façon assez exceptionnelle. Donc la poésie, elle est aussi beaucoup dans l'œil de ce réalisateur à contre-courant. Et le film peut paraître à certains comme un peu trop tranquille, un peu trop lent. Pour moi, c'est en ça qu'il est remarquable. La majorité des films qu'on a sur la psychiatrie à la télévision ou même au cinéma avec 12 jours de pardon, qui est un peu dans un autre registre, mais souvent c'est les unités de malades difficiles, c'est les services un peu spectaculaires. Ici, les habitués, les patients de cette péniche, c'est des patients qui sont stabilisés et qui parlent pas de façon complètement folle. Ils ne parlent pas pour entrer dans un atelier, il n'y a pas tout ça de remédiation cognitive ou de réhabilitation sociale. Ils parlent peut-être parce qu'ils ont le choix de ne pas le faire. Et à un moment, la caméra ponctue le regard d'un homme sans parole qui ne parlera pas du film. Donc, pour conclure, presque autant que le lieu qu'il nous fait découvrir, le regard de Philibert sur les passagers de l'Adamant est un regard qui accueille et qui humanise ce qu'il nous montre. Il démontre en dehors de cette... il s'oppose même, c'est une sorte de... peut-être de critique quand même son film, en dehors de l'obsession de l'empowerment qui envahit la santé mentale, une possibilité d'avoir une place dans la vie de la cité, qu'on veuille la voir ou qu'on ne veuille pas la voir. Bien. Nous allons tous aller voir sur l'Adamant. Merci Aurélie. Alors, pour reprendre notre conversation... vous voulez peut-être rebondir un petit mot, oui, par rapport à... D'abord... Avant la santé mentale. Mais tout à l'heure, j'ai cité le rapport d'Éric Piel et Jean-Luc Roland de la psychiatrie à la santé mentale. Éric Piel est le fondateur de l'Adamant. De ce lieu. Donc, essayons de voir les choses de manière peut-être moins tranchée. Quant à l'autonomisation, c'est pas seulement l'amélioration de soi. Aujourd'hui, la personne atteinte de psychose, de schizophrénie, doit pouvoir être traitée et vivre dans la cité le plus largement possible. Parfois, c'est extrêmement limité, etc., etc. Et donc, la question de l'autonomie du patient, du pouvoir d'agir, du rétablissement, etc. Enfin, vous avez cité le nouvel esprit du soin, qui doit être le titre d'un de mes articles. C'est ça, c'est-à-dire que le patient doit pouvoir faire ses courses, etc., etc. Et donc, l'autonomie, c'est aussi lié au changement de la situation institutionnelle du patient psychiatrique qui ne passe plus des dizaines d'années dans l'hôpital psychiatrique, mais doit être le plus possible dans la cité. Voilà. Mais alors, à ce propos, justement, est-ce que ce ne serait pas... Idéalement, bien sûr, c'est plein de tensions, de difficultés, d'insuffisance de moyens. Enfin, on connaît tous les problèmes de la psychiatrie. Mais je voulais dire dans les transformations des conceptions, dans les manières, dans les transformations des manières de penser et d'agir avec le patient. Ça concerne aussi le patient psychiatrique. Ça a ses raisons. Alors ensuite, on peut...
voilà, oui, je commencer à discuter des pratiques, psychothérapie institutionnelle, réhabilitation psychosociale, pardon. Voilà, non, c'est juste par rapport à ce que vous dites, vous disiez à l'instant, est-ce que ce ne serait pas non plus de prendre les choses un peu à l'envers que de considérer qu'on peut soigner la maladie mentale ou le trouble mental à travers la resocialisation, la réinsertion? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord effectivement traiter le mal, la souffrance, le mal-être, l'angoisse? N'est-ce pas un préalable pour pouvoir ensuite s'inscrire dans le lien social? Est-ce qu'il n'y a pas là une inversion? La première étape, c'est pas d'être inscrit dans la cité. La première étape, elle se passe à l'hôpital psychiatrique après une crise. C'est de plus en plus court, cette étape. Absolument. Alors, le prix à payer, c'est effectivement la porte, comment on dit, la porte revolver. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez des retours à l'hôpital. Ça veut dire quoi, la porte revolver? À cause de la durée moyenne de séjour, c'est la porte qui tourne. Ils sortent vite. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. J'entends aussi qu'on les sort trop vite, etc. Je ne sais pas, moi j'ai pas d'éléments pour... mais je ne crois pas que ça soit prendre les choses à l'envers, parce qu'on commence par prendre en charge la folie, l'hallucination, avec des moyens évidemment pharmacologiques et peut-être d'autres complémentaires. Mais on ne commence pas par insérer. Le patient qui va vivre dans un appartement thérapeutique... ou dans un appartement, dans un logement social où il sera seul, il a d'abord été stabilisé, il a connu un itinéraire, une trajectoire. Donc voilà, on ne peut pas commencer par la deuxième étape. Non, donc on est d'accord là-dessus. Oui, mais je pense qu'aucun de vos collègues psychiatres ou psychologues pense qu'on commence par l'étape de la réinsertion, qui est... Il faut s'occuper de la pathologie même. Bon, est-ce qu'on pourrait se dire que ces différents changements ces derniers temps ont pu être initiés peut-être, ou en tout cas soutenus par le grand succès des neurosciences et du cognitivisme au sein des services de soins et des services universitaires qui forment les psychiatres de demain? Alors comment comprendre un peu cet engouement tant du côté des soignants, des médias, de l'opinion commune? Moi, je me demandais, mon hypothèse, c'était, est-ce que c'est pas parce que ce sont des théories qui évacuent quand même justement la question opaque de la responsabilité, de ce qui est possible, de ce qui est impossible, et en objectivant et en biologisant les dits troubles? Alors, comment dire ? D'abord, il faut parler de neurosciences cognitives, c'est-à-dire l'association entre les psychologies ou sciences cognitives comportementales et la neurobiologie, qui s'amorce à partir des années 80 aux États-Unis, grâce notamment à l'innovation que constitue l'imagerie cérébrale. Alors, du côté des neuroscientifiques ou des psychologues cognitivistes, ils avancent leurs résultats, etc., les progrès, même si on n'en est qu'au début. Évidemment, la popularité d'une science n'est pas juste liée aux résultats. C'est ce qu'ils disent tout le temps d'ailleurs. Nous en sommes qu'au début. Oui, nous en sommes qu'au début. C'est un discours récurrent parce que c'est l'objet le plus complexe de l'univers, etc. Ce qui est une manière de parler en donnant la valeur suprême au cerveau, l'objet le plus complexe de l'univers. D'un autre côté, du côté des sciences sociales, je dirais critiques, l'approche est plutôt en termes de biopouvoir. C'est le concept foucaldien, donc une biologisation des relations sociales et que le neuro devient un domaine d'expertise qui est pas faux du tout. Et donc, ils disent qu'il faut surmonter le fossé entre le neural et le social. Bon, je crois qu'il n'y a aucun fossé à surmonter. Mais là, ou alors... pour les sociologues qui sont dans la perspective de Pierre Bourdieu, on établit de nouveaux rapports de domination. Bon, par rapport à cette pensée critique, moi je pense qu'il faut essayer de décrire ce qui se passe, et mon hypothèse, c'est que c'est pas un pouvoir que les neurosciences ont acquis, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une autorité. Une autorité, c'est une autorité morale, évidemment. Donc morale et social. Ça s'imbrique. Ça s'imbrique nécessairement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette autorité morale? Moi, mon hypothèse, c'est que les neurosciences ont cristallisé
dans un langage, ou plutôt un jeu de langage, pour employer le concept wittgensteinien, un jeu de langage scientifique des idéaux sociaux majeurs d'aujourd'hui, auxquels ils répondent d'une certaine manière, que je vais préciser. Ça permet de mieux comprendre l'engouement pour les neurosciences cognitives, ce que vous dites là. Et c'est relativement indépendant des résultats, parce que ce qui est un résultat ou une promesse n'est pas très clair, et là je ferai un peu de publicité pour un de mes collègues, Denis Forest, qui a publié l'année dernière un livre que tout le monde devrait lire, qui s'appelle Neuropromesses, et c'est un philosophe des sciences, mais qui détaille sérieusement les choses, parce que c'est un enjeu réel, y compris pour les scientifiques. Donc c'est pas juste une affaire pour ceux qui n'aiment pas les neurosciences. Là, je me suis perdu. Donc une cristallisation, moi c'est un autre angle d'attaque, je pense qu'on est complémentaires. Cristallisation donc d'idéaux sociaux majeurs qui tournent autour de l'autonomie individuelle qui est devenue en gros notre condition. Et quand je dis que c'est devenu notre condition, bon, je fais un peu une histoire de l'autonomie dans ma société du malaise, où je compare la France et les États-Unis, c'est pas tout à fait la même histoire, mais bon, aujourd'hui, on a d'abord une période où l'autonomie est une aspiration collective. Aujourd'hui, elle est devenue notre condition, c'est-à-dire elle est normative, c'est un impératif. Et bon, c'est ce type d'idéaux que les neurosciences cristallisent. Comment ? En fait, il faut voir, évidemment, les neurosciences, nécessairement, la neurobiologie est naturaliste. Mais c'est un naturaliste du fondement naturel qui est le cerveau, la base de tout. Or, les neurosciences cognitives, l'association entre psychologie et sciences du cerveau, en fait, il y a plusieurs naturalistes, c'est ça qu'il faut comprendre, s'appuie sur un autre naturaliste qui naît en Écosse au XVIIIe siècle, c'est avec des gens comme David Hume, Adam Smith, etc., et qui s'appuie sur le naturalisme qui naît dans la foulée des découvertes de Newton, et qui est un naturaliste de la régularité. Pour Newton, la nature, c'est la régularité, la prévisibilité et la fiabilité, et ils étendent, et d'ailleurs David Hume et les autres nous sommes des Newtons de l'esprit, étendent cette question de la régularité aux passions humaines. Bon, alors ensuite on peut faire toute une histoire à partir de la descendance de ça, du comportementalisme vers 1900 aux neurosciences cognitives à la fin du XXe siècle. Je vais résumer en un mot les choses parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et les neurosciences cognitives cristallisent donc ces idéaux traditionnels de régularité, infléchis par des idéaux de changement personnel qui se développent avec cette société de l'autonomie dans laquelle nous sommes rentrés pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Du coup, on se posait la question avec Caroline, quelle place est donnée à l'angoisse, la souffrance au sein de cette nouvelle approche-là ? Cette nouvelle approche ne s'intéresse pas directement à ça. Elle répond, et ça c'est bon, là aussi il faudrait faire l'histoire, elle répond à, disons, elle cristallise ses idéaux en répondant avec des pratiques d'exercice. Remédiation, rééducation, etc., etc. Donc c'est plutôt directement par le corps que ça passe, et je pense que le modèle social, c'est plutôt le musicien ou le sportif, et ça met en avant la mécanicité de l'humain. Donc c'est évidemment ça n'a pas les préoccupations de la psychanalyse et des psychologies psychodynamiques, qui elles sont ce que j'appellerais des pratiques du discernement plutôt. Donc vous pensez que c'est plutôt complémentaire ? Alors moi je pense que sur un plan sociologique c'est complémentaire, ça joue pas ça s'oppose conceptuellement, particulièrement dans la situation française par rapport à la situation américaine, mais bon, la psychanalyse est quasiment disparue aux États-Unis, je crois, à New York et dans quelques grandes villes, mais c'est complémentaire au sens où on a là, sociologiquement, on a là les deux grands ensembles permettant de refaire son être moral dans cette société de l'autonomie généralisée, qui est une société du pouvoir d'agir, une société d'individus acteurs, refaire notre morale, et en même temps, puisque c'est la socialité qui est atteinte, de réguler les comportements sociaux, et donc de faire en sorte, d'aider les gens à remplir leurs rôles sociaux. Alors à partir de ça, on peut réfléchir moralement, éthiquement, tout cela. Mais je pense que le fond de la situation, c'est ça. Voilà. Alors le drame,
ça serait que la psychanalyse disparaisse, parce que c'est un aspect tout à fait essentiel de la nature humaine. Je suis tout à fait d'accord. Vous disiez tout à l'heure, l'autonomie est devenue notre condition pour le meilleur et pour le pire, et en effet aussi pour le pire. J'ai beaucoup aimé aussi le signifiant de votre collègue, la neuropromesse, parce que qu'advient-il alors du symptôme de l'incurable ? Il y a un certain nombre de praticiens, c'est la faute du patient s'ils n'arrivent pas à être autonomes. Enfin, il y a du coup une nouvelle. Il n'y a pas assez de bonne volonté. Voilà. Non, mais... Dans les neuropromesses, il y a un côté où on va pouvoir, si ça ne marche pas, il faut changer de technique, c'est qu'on n'a pas encore la bonne technique, on va chercher la nouvelle technique. Mais toute la différence de la psychanalyse, c'est justement, au contraire, de faire place quand même au fait que justement, il y a un incurable. Un incurable qui est extime à l'autonomie. Voilà, qui est aussi un peu dans l'idée illusoire, quoi. Il y a une histoire française et une histoire américaine. C'est sûr que dans l'histoire française, avec Lacan, l'autonomie, c'est la psychologie du moi, etc. Mais moi, ce que je dis dans la société du malaise, c'est que la psychologie du moi a été le retour à Freud de la psychanalyse américaine, concurrencée par le culturalisme, les psychologies humanistes, etc. Parce que, et l'idéologie de la libre entreprise. Sur ces questions-là. Voilà. Et l'idéologie de la libre entreprise aux États-Unis. Bon, c'est plutôt l'idée, la catégorie de self-reliance, c'est-à-dire non pas avoir confiance en soi, mais la capacité à compter sur soi, qui est un concept anthropologique fondamental américain et qui, nous, a une valeur, disons, subordonnée en France par rapport à d'autres valeurs. Bon, merci beaucoup Alain Ehrenberg pour cette passionnante et cruciale discussion. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réinviter à une autre occasion. Merci. À présent, passons à notre rubrique « Actualité de la psychanalyse ». Bonjour Dominique, tu vas donc nous présenter la dernière livraison d'Ornicart, le numéro 56. Nous t'écoutons. Donc merci. Donc ce nouveau numéro de la revue Ornicart sous la direction de Jacques-Alain Miller et de Deborah Guterman-Jacquet porte le titre de Dire. Le dire intéresse la psychanalyse et d'autres champs qu'aborde ce numéro. Poésie, théâtre, histoire, philosophie, en somme tout ce qui a trait au champ de la parole et du langage. Je repartirai des jalons que pose Deborah Guterman-Jacquet dans son liminaire qu'elle a intitulé « Au commencement, 3 petits points » en référence au prologue de l'Évangile selon Jean. Au commencement était le verbe. Et aussi au Faust de Goethe qui lui disait plutôt « Au commencement était l'action ». Deborah Guterman-Jacquet invite à distinguer entre l'action de dire et le dire comme énonciation. Et elle pose cette question, je la cite, « Suffit-il de dire pour être ou de dire pour faire ?» La question est contemporaine, le performatif étant un trait de notre époque. En effet, il suffirait qu'un sujet dise qu'il est pour qu'il le soit, ou plutôt qu'il le croit, sans écart entre le dire et le dit. Les dernières journées de l'école de la cause freudienne, les J52 qui avaient eu lieu en novembre 2022, intitulées « Je suis ce que je dis », portaient précisément sur les énoncés performatifs et l'usage massif qui en est fait aujourd'hui, avec cette idée que l'identité pourrait se dire. Alors plus généralement, le terme de dire nous conduit à nous demander comment une parole peut accéder au rang d'un dire qui porte et d'un dire qui compte. Cela renvoie au pouvoir de la parole et à l'énonciation, ce que ce numéro d'Ornicart explore et met à l'étude. La couverture du numéro, d'ailleurs, illustre le pouvoir de la parole. Alors, il s'agit d'un dessin de Dürer, allégorie de l'éloquence. On y voit Hermès, suivi d'une foule bigarrée, dont les oreilles sont attachées à la langue du dieu par des chaînes. Le numéro consacre d'ailleurs tout un dossier de 3 textes à ce dessin que Dürer a réalisé à partir de la description que Lucien de Samosate avait donnée au IIe siècle de notre ère, donc d'une représentation qu'il avait vue lors de l'un de ses séjours en Gaule, du dieu Ogmios. Alors Ogmios, c'est l'équivalent d'Héraclès chez les Celtes. Ogmios, tel un guide par le pouvoir, la puissance du verbe, invite les vivants à le suivre. Dans ce dossier, on trouvera notamment un texte de Jérôme Lecaux, dans lequel il fait part d'une lecture qu'il a faite, d'une étude que le philologue allemand Rudolf Heger avait faite en 1943 sur Ogmios. Alors,
selon quelle langue ce numéro d'Ornicart aborde-t-il ce terme de dire? Alors, il est difficile de rendre compte de la diversité des textes qui composent ce numéro, mais j'extrairai déjà un premier axe que je nommerai ainsi « Retrouver les traces du dire dans le dit ». Alors, prenons par exemple l'article de François Regnault. François Regnault explore le dire dans son rapport à la diction. Il se livre à un commentaire de l'énoncé de Lacan dans l'étourdi « Qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend ». Le fait même de l'énonciation reste le plus souvent oublié derrière les dits qui s'entendent. Puis François Regnault s'attache à repérer, en prenant le texte de Homère, le dire dans le dit poétique, avec cette idée que, je le cite, c'est la tâche invincible de la poésie, peut-être même sa définition possible, qu'elle comporte un dire spécifique que, d'une certaine façon, elle n'oublie pas. Alors le dire du poète s'entend derrière ce qui se dit, et François Regnault invite à considérer ce qu'il nomme une poétique du qu'on dise. Je citerai un autre texte sous cet axe-là. Il s'agit de l'édition d'une leçon du cours Vie de Lacan que Jacques-Alain Miller avait tenu en 2009-2010. Et donc Jacques-Alain Miller dit que si dans son cours, depuis 81, il s'était attaché à transmettre le mathème, finalement, de l'enseignement de Lacan, c'est-à-dire l'élément universel, avec sa vie de Lacan, là, il vise à transmettre ce qu'il nomme l'élément pathétique, c'est-à-dire le dire de Lacan. Il souligne que dans son séminaire, Lacan s'exprime sous le chef d'un jeu, un jeu solaire autour duquel toutes ces phrases gravitent. Jamais le jeu ne s'efface. Ce jeu s'escrime, se défend et se fend. Il bataille, il engage et rompt, sans jamais cesser de débattre avec lui-même. C'était des citations de Jacques-Alain Miller, donc qui cernent dans cette leçon ce qu'il en est du pathème du dire de Lacan. Vous avez évoqué au début la question du performatif. Alors, Ornicart aborde-t-il ce point? Alors tout à fait, et ça s'égrène au fil des textes. C'est l'un des axes du numéro. Alors par exemple, prenons l'article d'Isabelle Barberis. Isabelle Barberis s'est intéressée à l'autodéclaratif dans le théâtre actuel, dans lequel tente à régner ce qu'elle appelle un régime autodictionnel qui entraîne un aplatissement des degrés de l'énonciation, le dire étant rabattu, confondu sur le dit. Alors j'explique. Si Brecht, dans ses pièces, par exemple, elle prend le théâtre de Brecht, Brecht s'attachait à mettre en évidence que le théâtre, tout en disant, est en train de dire, eh bien cette texture médiationnelle, comme le nomme Isabelle Barberis, est en partie mise à mal dans le théâtre aujourd'hui, lorsque par exemple un acteur ne pourrait plus jouer un rôle qu'à la condition que son identité soit adéquate au rôle qu'il va jouer. Elle donne l'exemple du comédien trans. Seul un comédien trans pourrait jouer le rôle d'une personne trans, mais on peut décliner selon les identités. Ou bien lorsqu'un texte est pris à la lettre. Alors, dans cette perspective, la pièce Bâle de Brecht passerait aux yeux de certains pour une pièce misogyne, Don Juan deviendrait une pièce problématique, etc., etc. C'est confondre le dire et le dit, ou oublier qu'il y a un dire derrière le dit. Cette tendance actuelle d'Isabelle Barberis repose sur ce vœu, elle dit que c'est un vœu fou, que l'on puisse se dire en évacuant tout malentendu possible. Oui, donc ce numéro d'Ornicart s'intéresse aussi au dire selon les époques. Alors exactement, et il y a d'ailleurs une rubrique du numéro qui s'intitule « Les temps du dire ». Cette rubrique est composée d'une série d'études qui portent sur le dire et ses variations dans le temps. Alors je pense notamment à une étude qui m'a spécialement plu du médiéviste Didier Lett. Il travaille sur le cri de la femme violée au Moyen-Âge. Ce cri, à condition qu'il eût été poussé par la victime au moment du viol et qu'il présente certaines conditions formelles, pouvait avoir une valeur de preuve de non-consentement auprès des tribunaux. Il y a un autre texte que j'ai trouvé passionnant de Florence Dupont sur le latin en tant que langue du pouvoir dans la Rome antique. L'auteur évoque la place et la force que l'écrit et la lecture publique pouvaient avoir. Elle s'intéresse aussi à la voix, la fonction de la voix dans le jeu des acteurs. Il y a aussi une étude de Nicolas Chies sur la littérature facétieuse de la Renaissance, c'est ce que la langue de l'époque nommait bigarrure, c'est-à-dire le désordre, le disparate, l'hétérogène dans les textes. Cette bigarrure est présente chez Rabelais, notamment, et Nicolas Chies s'attache à montrer combien ce dire bigarré, qui n'est pas qu'un style, dit quelque chose de la bigarrure de l'âme et de la subjectivité. Bon, c'est très joliment dit. Alors ce numéro d'Ornicart explore donc le dire sous toutes ses facettes.
et non sans resituer l'enjeu éthique du dire. Ainsi, Éric Laurent, dans son texte « Conjecture du savoir et désir de l'homme », L-O-M, qu'il écrit comme Lacan, rappelle l'impossibilité d'écrire le rapport sexuel. C'est pourtant, note-t-il, ce que tentent de faire les théories du genre, qui postulent qu'au sein d'une même communauté de jouissance, il serait possible de se reconnaître comme identique dans son genre. Notre assesse, conclut Éric Laurent, est de poursuivre l'écriture de cet impossible. Les textes de ce numéro de Hornicar tournent finalement chacun à leur façon autour de cet impossible lié au dire. Alors pour résumer et pour conclure, Hornicar nous convie à un voyage dans la diversité des formes et des portées du dire, comme l'indique Deborah Guterman-Jacquet, je la cite, « d'une bigarrure à l'autre, de celle du style à celle de l'âme, ce sont par ces voies entremêlées du dire, dont chaque article isole à sa façon l'empreinte, que le lecteur est invité à entrer dans la danse. » Alors ce numéro sur le dire est précieux, il vient à point nommé dans un temps de bavardage où règne plutôt des dits sans sujet. Bien, merci beaucoup, cher Merci. Dominique. Voilà, notre émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. À samedi prochain, 18h30, pour une nouvelle émission de Studio Lacan.